Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a présidé la 16e séance du Conseil des ministres avec 6 points inscrits à l'ordre du jour. Le porte-parole du gouvernement nous en présentera le compte rendu dans un instant. Et les actions d'Israël compromettent la présence palestinienne dans le nord de Gaza. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, la 16e séance du Conseil des ministres s'est tenue aujourd'hui. Lors de cette réunion, plusieurs textes importants ont été inscrits à l'ordre du jour. Abordons donc des enjeux cruciaux pour le développement du pays. Pour un compte rendu, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 22 octobre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant électrification rurale. Les énergies renouvelables sont considérées comme une richesse naturelle qui contribue de manière importante au développement de l'électrification rurale et à la protection de l'environnement local et global ainsi qu'au développement d'énergies durables. L'électrification rurale est un enjeu majeur dans de nombreux pays en développement, notamment dans les régions les plus éloignées et les plus isolées. Les populations rurales sont souvent en accès limité à l'électricité, ce qui peut entraîner des conséquences négatives sur leur qualité de vie, leur accès à l'information, leur éducation, leur développement économique et leur santé. Le projet de loi sur l'électrification rurale a pour objet de faciliter donc l'accès à l'électricité dans les régions rurales en créant les conditions favorables à l'investissement dans les infrastructures électriques. Il vise également à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour réduire les dépendances aux combustibles fossiles et à promouvoir le développement durable. Ce projet de loi favorise ainsi l'accès à l'électricité dans les zones rurales en mettant en place des politiques publiques efficaces et en mobilisant des ressources financières adéquates pour garantir un accès à l'électricité pour tous. En somme, l'adoption d'un projet de loi sur l'électrification rurale permettrait de favoriser le développement économique et social des zones rurales, en leur offrant un accès à l'électricité et aux technologies modernes, tout en assurant une répartition équitable des ressources énergétiques sur le territoire national. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique, plus connu sous l'acronyme INAP, pour l'exercice 2023. Le total des produits s'établit à 122 439 000 francs djibouti. Celui des charges d'exploitation est de 135 405 000 francs djibouti, avec un résultat net de l'exercice à hauteur de 112 055 000 francs djibouti. L'année 2023 a été marquée par une dynamique accrue au sein de l'INAP, avec des formations diversifiées, des collaborations renforcées et un engagement continu à améliorer les compétences des agents publics. L'INAP contribue activement à la modernisation et à la professionnalisation de l'administration publique djiboutienne, répondant ainsi aux attentes croissantes des citoyens en matière de services publics et de qualité. L'une des réalisations phares de l'année a été le lancement d'un programme de management des organisations publiques en partenariat avec l'Institut régional d'administration de l'île. Parallèlement, l'INAP a mis en œuvre des formations spécifiques pour répondre aux besoins immédiats de certains secteurs comme la sécurité incendie pour les contrôleurs du travail et les tests linguistiques pour les employés de l'État civil. Ces initiatives ont eu un impact significatif sur l'amélioration de la qualité du service public. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connue sous l'acronyme d'ARULOS, pour l'exercice 2023. Le total des produits arrêtés au 31 décembre 2023 s'élève à 2 224 millions de francs djibouti contre 2 19 millions de francs djibouti arrêtés en 2022. Les produits de l'exercice 2023 sont en légère hausse de 10% par rapport à l'exercice 2022. Ces produits proviennent majoritairement donc des produits d'exploitation, soit 1 890 millions de francs djibouti,
qui se répartissent comme suit: de la vente des parcelles ainsi que des loyers ventes des logements sociaux, pour un total de 1,864 milliard de francs djibouti, soit 99% donc des recettes. Et des redevances et des frais de dossier et des parcelles de terrain domaniaux dans le cadre de la procédure de la cession amiable, pour un total de 25 545 000 francs djibouti. Le total des charges est arrêté au 31 décembre 2023 à 2,107 milliards de francs djibouti contre 1,873 milliard de francs djibouti en 2022. Les charges ont également connu une légère hausse de 12% par rapport à l'exercice 2022. Ces charges proviennent essentiellement des charges d'exploitation, soit 1,881 milliard de francs djibouti, qui se répartissent comme suit: 893 millions de francs djibouti au titre d'engagement en provenance des tierces, 47%. Il s'agit notamment des charges d'investissement. 527 148 000 francs djibouti au titre des charges personnelles, 28%. Et 46 546 000 francs djibouti au titre des dotations aux amortissements. Les charges financières s'élèvent à 187 millions de francs djibouti. Le résultat net est arrêté au 31 décembre 2023 et se comptabilise à hauteur de 117 millions de francs djibouti. Ce résultat net a connu une baisse de 20% par rapport à l'exercice 2022 qui était arrêté à 146 608 000 francs djibouti. Par la suite, le Conseil des ministres a examiné des nominations au sein de plusieurs ministères. Pour en savoir plus sur ces décisions, réécoutons le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2023 de l'imprimerie nationale du Djibouti. Les comptes de l'imprimerie au 31 décembre 2023 se présentent comme suit: en produit à 390 287 000 francs djibouti et en charge à 415 150 000 francs djibouti, avec un résultat déficitaire de moins 24 862 000 francs djibouti. Afin de redresser cette situation, une nouvelle stratégie a été mise en place axée sur la diversification de ces activités. La principale initiative proposée consiste à élargir son offre en se lançant dans l'impression des livres scolaires. Ce secteur, en forte demande, permettra à l'imprimerie de générer des bénéfices conséquents. Enfin, pour résoudre la question des dettes sociales, il a été proposé de contracter un emprunt de 200 millions de francs djibouti. Cet emprunt permettra à l'imprimerie d'acquérir des matériels supplémentaires pour améliorer sa productivité tout en permettant de payer une partie des dettes sociales, notamment celles liées aux retraites des agents. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de normalisation. Dans la perspective de renforcer notre système de normalisation, la mise en place des comités techniques au Comité national de normalisation représente des pas décisifs vers une approche inclusive et collaborative. Le Comité technique national apporte un soutien crucial à l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité dans la réalisation des programmes annuels de normalisation. Le Comité technique national et le Comité national de normalisation seront composés d'experts techniques de divers domaines. Ces comités joueront un rôle crucial dans la concrétisation des orientations, de la stratégie et de la politique de normalisation établie par le ministère du Commerce. Le comité se positionne comme le pilier du soutien du ministère du Commerce. Ce comité est essentiel non seulement pour établir la direction et les priorités dans le domaine de la normalisation, mais aussi pour assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des politiques et des stratégies à travers tous les secteurs. La mise en place de ces organes démontre l'engagement du gouvernement envers une normalisation qui soutient le développement économique, protège les intérêts des consommateurs et améliore la compétitivité de notre industrie au niveau international. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de la Santé. Monsieur Dr Ahmed Hussein Miguel, médecin, est nommé inspecteur médical. Monsieur Brahim Sougué est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Monsieur Muharram Fouad Abdallah est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Monsieur Mahmoud Ahmed Ghedi est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Monsieur Abdurrahman Hussein Arrale est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Et Monsieur Idriss Farah Miguel est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Une autre liste de nominations au ministère de l'Éducation nationale cette fois-ci.
Monsieur Ousmane Hussein Chirdon est nommé conseiller technique principal du ministre de l'Éducation. Monsieur Mohamed Abdou Ali est nommé inspecteur général de l'Éducation nationale. Monsieur Abdullah Farah Ouaes est nommé inspecteur général de la pédagogie. Monsieur Mahdi Omar Farah est nommé inspecteur général de l'administration. Monsieur Salah Alouane Issé est nommé secrétaire exécutif du Comité supérieur national de l'éducation. Monsieur Abdi Dirir Guiré est lui nommé donc précédemment directeur général de l'enseignement et nommé conseiller technique du ministre de l'Éducation. Et monsieur Garad Akadar Dabale est nommé conseiller technique du ministre de l'Éducation. Madame Aïcha Farah El Tiré est nommée conseillère technique du ministre de l'Éducation. Monsieur donc Mohamed Ilmi Assoué est nommé directeur général de l'administration. Madame Loula Ali Elabé est nommée directrice générale de la scolarisation et de l'enseignement général. Monsieur Abdurrahman Ahmed Abdo est nommé directeur général du développement d'éthique. Madame Hibo Awad Ali est nommée directrice générale des examens, concours et évaluations. Madame Nema Hassan Ismail est nommée directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale. Monsieur Mohamed Meran Ali est nommé directeur général de la planification et des données. Monsieur Moussa Mohamed Ali est nommé directeur général des régions. Madame Fardous Mohamed Abdullah est nommée directrice des affaires juridiques et du contentieux. Et Monsieur Mohamed Ibrahim Moussa est nommé directeur de l'audit interne. Au niveau du secrétariat d'État à l'investissement, Madame Aïcha Hamad Mohamed est nommée donc chef de service en service au secrétariat d'État chargé des investissements, du développement et du secteur privé, et nommée donc directrice de la promotion des relations extérieures. Madame Safa Abdullah Issa est elle nommée donc directrice au poste de directrice administrative et financière. Au ministère de l'économie, Madame Souad Mohamed Abdi est nommée donc en service à la Direction générale de partenariat public-privé du ministère de l'économie et des finances chargée de l'industrie et proposée à la nomination au poste de directrice en charge de la formation, du renforcement des capacités et de l'évaluation de la réglementation. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, a reçu la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne, Denisa Elena Lenetz, pour une visite de courtoisie. Ils ont discuté du renforcement de la coopération entre Djibouti et l'Union européenne, avec un accent sur l'optimisation des programmes en cours et futurs. La situation géopolitique dans la Corne de l'Afrique a aussi été abordée, soulignant les défis et les opportunités de collaboration accrues. L'ambassadrice a proposé de présenter les projets de l'Union européenne aux membres de l'Assemblée nationale. Le président de l'État a exprimé quant à lui sa gratitude et son soutien pour la mission de l'ambassadrice. Direction Washington, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a rencontré M. Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Cette rencontre a rassemblé des personnalités telles que le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, la ministre déléguée à l'économie numérique et à l'innovation, Mariam Hamadou. Ensemble, ils ont engagé des discussions approfondies visant à renforcer le partenariat entre Djibouti et la Banque mondiale. Les échanges ont mis en évidence l'importance d'une croissance inclusive soutenue par le secteur privé et orientée vers la création d'opportunités d'emploi, notamment pour la jeunesse. Les participants ont souligné la nécessité de développer le capital humain afin d'améliorer la productivité et l'employabilité des Djiboutiens. Les discussions ont également porté sur le soutien apporté à l'État dans ses efforts pour accroître la résilience des communautés vulnérables face aux défis climatiques. La délégation a souligné l'urgence de développer les infrastructures et la connectivité tant numérique qu'énergétique pour garantir un accès équitable aux opportunités de développement. Et de son côté, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner Djibouti dans ses initiatives visant à optimiser la gestion des finances publiques, promouvoir le développement des entreprises et à favoriser l'inclusion sociale. Également dans l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a clôturé hier la 4e édition de la foire commerciale au Bawadi Mall.
Cet événement organisé par le ministère en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et la délégation de l'Union européenne a mis à l'honneur les produits des coopératives artisanales locales dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale. L'objectif principal de cette semaine commerciale était de valoriser et promouvoir le savoir-faire des artisanes rurales. Sous le thème Valorisant nos savoir-faire locaux, les exposantes ont présenté une large gamme de produits artisanaux allant des vanneries et bougies au textile et produits agroalimentaires, mettant ainsi en lumière la richesse des régions de l'intérieur. Cet événement est désormais un rendez-vous annuel incontournable pour les coopératives féminines du pays. Au-delà de l'exposition, cette initiative s'inscrit dans les efforts d'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles djiboutiennes en phase avec les objectifs du projet Femmes-Filles mis en œuvre par le PNUD et financé par l'Union européenne. En offrant des formations et des opportunités de commercialisation, ce projet vise à renforcer les capacités des artisanes rurales et à améliorer leurs moyens de subsistance. Le succès de l'édition précédente où la majorité des produits avaient été vendus a permis d'augmenter les revenus des participantes. Cette réussite témoigne de l'engagement durable du ministère, du PNUD et de l'Union européenne envers l'émancipation économique des femmes rurales. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a salué l'initiative en faveur des femmes artisanes, affirmant leur soutien pour renforcer leur résilience et leur autonomie. Elle a également présenté des activités organisées par son département à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales dans les régions de l'intérieur. Nous l'écoutons. Nous venons de clôturer la 4e édition de l'organisation de la Journée internationale de la femme rurale. Djibouti a l'habitude de célébrer cela maintenant depuis 4 ans, alhamdoulilah rabbil alamin, et toujours dans les meilleures conditions, dans des auspices positifs. Les femmes des régions de l'intérieur se préparent et se présentent chaque année, répondent à l'appel pour venir exposer les produits qu'elles fabriquent dans leurs régions respectives. Cette semaine a été bénéfique également pour le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec d'autres départements ministériels pour qu'au niveau de chaque région, nous puissions renforcer la capacité des jeunes filles en leur octroyant des formations spécifiques au niveau de Arta pour l'hôtellerie, au niveau d'Ali Sabier pour le bâtiment et la décoration intérieure, au niveau de Dikil et Tadjoura, la mécanique et l'électricité, et au niveau de Bok sur le tourisme et l'accueil. Et les 5 régions ont pu ouvrir ces formations qui vont prendre fin dans 4 mois et nous pourrons donc participer à la remise des attestations. L'autre activité majeure aussi, c'était de pouvoir renforcer la capacité des cellules de l'UNFD au niveau des régions de l'intérieur en leur octroyant des matériels de couture et des équipements parce qu'il y a des formations qui se font de façon continue dans les cellules de l'UNFD au niveau de chaque région de l'intérieur. Nous avions également la mise en place de petites unités de fabrication d'une entreprise qui appartient à une femme, une fabrication concernant la transformation des produits agricoles qui s'est tenue. Donc nous essayons en tout cas chaque année de pouvoir offrir et donner l'occasion aux femmes des régions de l'intérieur de pouvoir s'exprimer à travers leurs produits. Nous avons aussi des représentants de l'Agence nationale des personnes handicapées également qui aussi sont des femmes artisanes, des femmes peintres, font partie de ces personnes-là et personne n'est laissé de côté, alhamdoulilah. Et Inch'Allah, on essaie chaque année de mobiliser le maximum de personnes, d'inviter le maximum de femmes pour que cette foire devienne une foire, un rendez-vous annuel, Inch'Allah. Autre information, sous la direction du directeur exécutif M. Hassan Moussa de la Banque centrale de Djibouti, la banque annonce la mise à jour du système BSA réalisé en collaboration avec une équipe spécialisée de la Banque centrale du Mozambique. Ce projet représente une avancée majeure dans la modernisation des outils de supervision bancaire à Djibouti. M. Omar Ibrahim, responsable du système BSA à la Banque centrale de Djibouti, a présenté les nouvelles fonctionnalités du système aux banques locales. Il a mis en avant l'importance de cette mise à jour pour renforcer la surveillance et améliorer l'efficacité du secteur bancaire. La modernisation du système BSA permettra à la Banque centrale de mieux suivre les institutions financières, assurant ainsi une transparence accrue et une gestion plus rigoureuse du secteur.
Ce projet s'inscrit dans la volonté de renforcer les infrastructures technologiques pour soutenir la croissance économique du pays. La Banque centrale de Djibouti a exprimé sa gratitude envers l'équipe de la Banque centrale du Mozambique pour son expertise et son soutien dans ce projet stratégique. Prenant la parole, le directeur exécutif de la Banque centrale, Hassan Moussa, a souligné que cette application est essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité du système financier djiboutien. Du système BSE que nous vous présentons aujourd'hui est le fruit d'un long travail de réflexion et d'amélioration basé sur le retour d'expérience des utilisateurs et les standards internationaux en matière de supervision bancaire. Elle représente une avancée technologique significative par rapport aux versions précédentes, avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent une surveillance encore plus fine, plus rapide et plus intuitive des activités bancaires. Le système BSE5 vise à améliorer non seulement l'efficacité des échanges entre la Banque centrale et les institutions financières que vous représentez, mais aussi la qualité des informations transmises et la rapidité des décisions à prendre pour la stabilité du système financier de notre pays. Le succès de tout outil technologique réside donc dans sa bonne utilisation. C'est pourquoi cette formation a pour objectif de vous offrir une compréhension approfondie de la BSE 5. Vous aurez l'opportunité d'explorer ces différentes fonctionnalités, de poser vos questions, d'acquérir les compétences nécessaires pour en tirer le meilleur parti dans vos opérations quotidiennes. L'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, et le Croissant Rouge de Djibouti ont officialisé aujourd'hui un accord visant à renforcer la protection sociale et à répondre aux crises alimentaires qui frappent les populations les plus vulnérables du pays. La cérémonie a réuni le directeur général de l'ADDS, Mahdi Djama, et Mme Amina Hussein Farah, secrétaire générale du Croissant Rouge. Eh bien, ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence protection sociale et réponse aux crises alimentaires, qui a pour ambition d'apporter une aide à la fois immédiate et durable aux communautés touchées par les crises économiques et environnementales. La Convention prévoit la mise en œuvre de programmes de soutien alimentaire, d'assistance financière, ainsi que des formations visant à améliorer les compétences des populations locales. Elle répond à l'urgence de protéger les ménages les plus vulnérables face aux défis croissants de l'insécurité alimentaire. L'Agence djiboutienne de développement social s'efforce d'améliorer le bien-être social et économique des citoyens à travers des projets qui visent à élever les conditions de vie des plus défavorisés. Eh bien, le Croissant Rouge de Djibouti, pour sa part, est une organisation humanitaire dédiée à venir en aide aux personnes en détresse par le biais d'une assistance d'urgence et d'un soutien au développement communautaire. Des Djibouti-villes et des régions, mais également une composante sur l'autonomisation et tout ce qui est activités génératrices de revenus. C'est dans ce cadre qu'il a aussi exécute certaines activités de cette composante, notamment les DCC et le développement conduit par la communauté, mais également aussi il travaille dans la résilience, c'est-à-dire la résilience de la communauté pour faire face aux chocs. Donc là aujourd'hui, pour cette occasion, c'est la signature de la convention entre l'ADDS et les Croissants Rouges qui va être sous-traitée pour tout ce qui est accompagnement de la communauté pour lutter et faire face aux chocs et aux aléas des crises. La secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, Mme Amina Hussein Farah, s'est déclarée honorée par le partenariat avec l'ADDS, affirmant que cette collaboration renforce la capacité de son organisation à répondre aux besoins urgents des communautés locales. En l'écoute. De la signature de cette convention entre les Croissants Rouges de Djibouti et l'Agence djiboutienne de développement social. Cet accord marque bien plus qu'une collaboration institutionnelle. Il incarne notre engagement commun à apporter des réponses adaptées aux besoins de nos populations. Comme nous le savons, Djibouti traverse actuellement une période marquée par des défis sans précédent, tels que la sécheresse prolongée, qui a affaibli nos ressources naturelles, perturbé nos moyens de subsistance et fragilisé le ménage en tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Parallèlement, le mouvement migratoire ici de la région exerce une pression supplémentaire sur nos infrastructures et nos communautés. Face à ces crises multiples, nous devons agir ensemble avec solidarité et détermination.
Et c'est précisément ce que cette convention de partenariat incarne. Le Croissant Rouge de Djibouti, en tant qu'auxiliaire du pouvoir public dans les domaines humanitaires, va s'engager à mobiliser des ressources nécessaires en matière de ressources humaines, à mettre en œuvre ces projets. À travers nos réseaux de volontaires et des professionnels présents sur le terrain, ils vont travailler main dans la main avec nos différentes communautés pour identifier les besoins spécifiques et répondre d'une manière ciblée. Chers partenaires, mesdames et messieurs, ces projets n'est plus qu'une réponse aux défis actuels. Il est un engagement pour l'avenir. Il reflète notre volonté commune de construire une communauté plus forte, plus résiliente et plus solidaire. Et de son côté, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, a souligné que ce partenariat constitue une étape cruciale dans leur engagement à soutenir les populations les plus vulnérables. Cette convention aujourd'hui est très importante. Comme il a été si bien dit, notre pays fait face à des multiples crises. Des crises externes, crises internationales, on a vécu le Covid, la guerre de l'Ukraine. Donc tout ça, ça a eu un impact sur nos importations, donc sur les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires, mais également des crises liées au changement climatique, des crises liées malheureusement à la stabilité régionale, des crises plus sérieuses qui sont liées aux flux migratoires, mais également des crises que Dieu nous réserve, mais qui peuvent être liées aussi au risque sismique. Nous sommes sur une plateforme dite Rift Valley, donc il y a un risque sismique. Et donc aujourd'hui, les communautés font face à tous ces risques-là. Dans le cadre de la réponse à toutes ces crises, le ministère des Affaires sociales a sollicité un financement de la Banque mondiale. Et donc nous exécutons une partie, comme Mohamed l'a rappelé. Le MAS exécute la partie cash transfert, renforcement des capacités, etc. Et nous exécutons la partie communautaire, notamment la construction des infrastructures communautaires et pour 70% accès à l'eau, parce que le rural c'est très important. Aujourd'hui, les infrastructures à elles seules ne suffisent pas face aux différentes crises, donc il fallait également former les communautés à faire face à ces crises-là. À la une également, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a effectué hier une visite officielle dans le chef-lieu de Dikil. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la ville de Dikil, M. Hassan Abdirable, et du président du conseil régional, Mad Hussein Ahmed, ainsi que par le docteur Jama' Moussaouès, médecin-chef du centre médico-hospitalier de Dikil. La visite a commencé par une rencontre au bureau du préfet où l'ambassadeur a échangé avec les autorités locales dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales avec un accent particulier sur le développement des infrastructures de santé locales. Le point culminant de cette visite a eu lieu au centre médico-hospitalier de Dikil lors de la cérémonie de signature d'un contrat de don entre l'ambassadeur et le docteur Jama' Moussaouès. Ce contrat prévoit le financement par le Japon de l'extension du pavillon de pédiatrie du CMH. Le projet inclut également la construction de 2 nouvelles salles d'hospitalisation, une salle de soins, une salle dédiée au personnel infirmier, ainsi que des latrines intégrées. Ce don, inscrit dans le cadre de la coopération japonaise pour le développement, vise à renforcer les capacités du CMH de Dikil. Ces enfants déjà affaiblis par la malnutrition. Je tiens à exprimer au nom de l'ensemble des personnes du CMH et à mon nom personnel notre profonde gratitude à l'ambassade du Japon pour cette aide précieuse. Nous remercions également le ministère de la Santé, le ministre en personne, Dr Ahmed Raoul Abdillah. Sans lui, ce projet n'aurait pas vu le jour. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué de loin et de près à la concrétisation de ce projet. Écoutons à présent un extrait du discours de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Puis de participer aujourd'hui à cette cérémonie de signature du contrat de don pour le projet d'extension du pavillon de pédiatrie
du centre médico-hospitalier de Dikil. Ce projet sera financé dans le cadre de dons aux micro-projets locaux du programme Xanone, marquant ainsi un tournant important dans la lutte contre la malnutrition infantile et le renforcement des infrastructures médicales dans la région. À Dikil, l'insécurité alimentaire et la malnutrition représentent des défis de grande envergure, touchant particulièrement les segments les plus vulnérables de la population, en particulier les enfants. Le Japon a toujours eu à cœur de soutenir les initiatives locales visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables, grâce à un don de 12,6 millions de francs djiboutiens. Ce projet permettra la construction de 2 halls de séjour destinés aux enfants malnutris qui bénéficieront de traitements intensifs afin de réduire les risques d'infection. De plus, le projet inclura une salle de soins ainsi qu'une chambre d'infirmerie dans le but d'améliorer leur état nutritionnel. Ce projet illustre bien le soutien du peuple japonais envers le peuple djiboutien en général et celui de Dikil en particulier. Pour finir, je tiens à saluer les efforts de l'ensemble du personnel médical du CMHD ainsi que des autorités djiboutiennes, dont le ministère de la Santé, Monsieur le préfet de Dikil, Monsieur le président du conseil régional de Dikil, dont l'engagement envers cette cause est admirable. J'espère sincèrement que ce projet sera mis en œuvre avec succès sans obstacle grâce à votre soutien continu. À Obok, cette fois, une mission de terrain a eu lieu à Ndoli, dans la ville d'Obok, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne. Eh bien, cette initiative a réuni plusieurs acteurs clés, parmi lesquels M. Ali Roufaden, secrétaire permanent de l'Association nationale des collectivités locales, ainsi que l'équipe locale chargée de la gestion du projet. L'objectif principal de cette mission était d'évaluer l'impact du projet, notamment à travers la formation des ménages à l'utilisation et à l'entretien des kits solaires. Eh bien, 100 de ces kits conçus pour améliorer l'accès à une énergie propre et durable ont été distribués aux familles locales. Ce volet énergétique est crucial pour le développement de cette région isolée. Dans l'actualité internationale à présent, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avertit que les actions d'Israël dans le nord de Gaza menacent la présence palestinienne, rendant la vie impossible pour les civils qui souffrent de déplacements forcés et de famine. On voit les détails avec Fardous Hussein. Le Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a averti que les attaques, les restrictions et les déplacements forcés imposés par Israël dans le nord de Gaza pourraient conduire à la fin de la présence palestinienne dans cette zone. Il a souligné qu'Israël continue de bombarder, d'attaquer brutalement la région, en particulier le camp de réfugiés de Jabalyeh et de ses environs. Le communiqué explique encore que les forces israéliennes ont dépouillé de nombreux citoyens de leurs biens avant le début de l'hiver et détruit des maisons, des écoles qui leur servaient d'abri. Lundi, le haut-commissaire général de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a confirmé qu'Israël n'autorisait pas l'aide humanitaire à entrer dans le nord de la bande de Gaza. Le 5 octobre, l'armée israélienne avait lancé des opérations de bombardement sans précédent sur le camp de la ville de Jabalyeh et des vastes zones du nord de la bande de Gaza. Avec le soutien des Américains, le génocide israélien en cours a fait plus de 142 000 morts et blessés parmi les Palestiniens et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive, de famine qui a tué des dizaines d'enfants et de personnes âgées. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné.